Can you give the microphone? J'avais deux petites questions. La subculture au troisième jour, est-ce vraiment nécessaire? Puisque le bouillon, c'est quand même un bouillon enrichi. Donc ça, c'est la première question. Et avec le risque de contamination quand on fait des subcultures, est-ce que c'est vraiment nécessaire? La deuxième question, c'est par rapport aux cultures positives. Quand on a une culture positive, il y a moyen de faire directement une galerie à qui sur un bacilligramme négatif. On peut directement utiliser le bouillon pour continuer l'identification et même l'antibiogramme. On gagne un jour. Si on doit repiquer et attendre le lendemain pour commencer à refaire la culture et ainsi de suite, donc voilà les deux questions. Parce qu'à partir du gramme, le jour de la culture, on peut déjà poser, si c'est les coccyes, on peut faire un antibiogramme et faire la culture quand même. Donc voilà un peu les deux petites préoccupations que j'ai. Deuxième, c'était pas une question, c'était plutôt une contribution. Je suis Tifo Yannick, étudiant en 5e année à la faculté de médecine. Ma première question, j'ai deux questions. Ma première question s'adresse au professeur Doukam. Je dois savoir pourquoi est-ce que les hémocultures ne sont pas recommandées en cas de pneumonie acquise en ville. Et ma deuxième question, c'est à la présentatrice de la démarche ainsi que d'une hémoculture. C'est celle de savoir comment interpréter une hémoculture en fonction du jour de la positivité de celle-ci. Les pneumonies acquises en ville, parce que les pneumonies acquises en ville, généralement, ne présentent pas un tableau aussi gravissime. C'est celles hospitalisées qui présentent sur un tableau gravissime. Comme nous l'avons vu, on l'a bien vu dans l'exposé. Les pneumonies acquises en ville, c'est d'emblée des pneumonies qui se gèrent dans les niveaux de sécurité 1, 2. Rarement 2 et 3 et 4. C'est pour ça que ce n'est pas recommandé. Je ne sais pas si l'autre question, c'est la directrice générale du centre Pasteur. Elle demandait qu'est-ce qu'il faut prioriser. Est-ce qu'il faut prioriser les flacons anaérobies ou aérobies si on est dans un environnement où on n'a pas suffisamment de moyens? Bon, comme nous l'avons vu dans l'exposé du docteur Gonçalves, les anaérobies, c'est généralement 3%. C'est 3% de fréquence. Même si elles poussent, les anaérobies poussent beaucoup plus vite que les autres. Donc il faut prioriser plus les flacons aérobies. C'est ce que moi je pense. C'est ce qui est recommandé, c'est-à-dire faites d'abord des prélèvements aérobies avant de faire des prélèvements anaérobies. Dans le prélèvement, oui, aérobie, avant les flacons anaérobies. Maintenant, professeur Gonsu, je pense que vous avez une question du cathéter. Yes, thank you, Prof. I think you should not collect from an existing catheter simply because there is what we call a biofilm that is formed. When somebody has an intravenous catheter for 1, 2, 3 days, like more than that, you have a biofilm that forms. So if you collect it, you probably collect a contaminant. I don't know if I've answered your question. Okay, thank you. Wait till the second or third day that you could do it immediately once you see that it is positive. So the question was asked, but the question was also answered. Was there any other question? Is there any other burning question? Last one. I start in front. Moi, Béatrice Emmanuel, je suis TMS. Ma question porte sur le NACERIA. Sachant que dans notre laboratoire, nous on utilise la technique manuelle et on incube à 37 degrés. Est-ce que c'est possible que les bactéries telles que le Neisseria et Haemophilus puissent se développer, sachant que celles-ci sont des bactéries exigeantes? Est-ce que c'est possible? Possible que les bactéries exigeantes puissent pousser dans le système manuel. Tout dépend de la qualité du milieu de culture que vous utilisez. Si c'est un milieu fait maison et qui n'est pas enrichi, vous risquez de passer à côté de l'hémophilus. Le Neisseria meningitidis, lui, il est un petit peu moins exigeant, mais par contre, pour l'hémophilus, vous risquez de passer à côté. Donc, il faut un milieu au minimum bouillon cœur cervelle enrichi.
Sachez que les milieux qui sont vendus sont des milieux standards qui permettent vraiment de faire pousser, parce que ce sont des milieux généralement enrichis, sauf si vous avez préparé vous-même vos milieux. Et en ce moment-là, comme elle vient de dire, il faut toujours faire des milieux en bouillon qui permettent, et les enrichir, pour que ça permette que tous les germes puissent pousser. Il y a deux doigts, oui. Ma question va à l'endroit du professeur Gonson. Vu vos représentations, professeur, j'ai conclu qu'une seule hémoculture à certains gènes comme le staphylocoque à coagulase négative n'est pas significative. J'aimerais savoir quelle perception doit avoir de certaines interprétations que je vais citer. Gènes reconnus comme non pathogènes, mais antibiogramme rendu à titre indicatif. J'aimerais savoir quelle approche on a face à ce type de résultats, du point de vue biologique et clinique. Merci. 1 sur 2 ou 2 sur 2 sont positifs. Et quand vous avez le même germe, c'est plus de force, n'est-ce pas, que lorsque vous avez 1 sur 2 qui sont. Donc, ce que nous faisons d'habitude, vraiment, ce n'est pas optimum. Il faut toujours prélever une paire. Une seule hémoculture ne suffit pas. Je n'étais pas là au début, mais je pense que c'est ce qui a été dit. Donc, l'interprétation à partir d'une hémoculture, mais il y a des germes, comme elle l'a montré, lorsque vous avez prélevé uniquement une hémoculture et que ces germes-là soient positifs, vous les considérez parce que ce sont des germes pathogènes qu'on connaît. J'ajoute tout simplement que quand vous regardez dans la littérature, on ne vous parlera pas beaucoup de salmonelle. Donc, parmi les germes-là, dans notre milieu, dans notre contexte, les salmonelles, surtout dans les cas de fièvre typhoïde, vont souvent pousser dans les hémocultures. D'ailleurs, c'est le diagnostic se fait soit par hémoculture et pas par ce que vous faites d'habitude, le diagnostic de Vidal, qui vous donne souvent un faux diagnostic. Troisième personne. Thank you very much for this opportunity. I'm Pamela Zube from Biaka University Institute of Moya. My question goes to Dr. Edwin Francis. I wish to know the type of blood sample that is used for the culture. Is it whole blood or plasma? Thank you, Prof. So it's whole blood, okay? When you collect the blood, you use a closed system like we mentioned, and it's a whole blood that gets into the culture bottle. Is that okay? And the volume for a child is 2 cc's, for an adult is 10 cc's, 5 to 10 cc's. It also depends on the instructions of the supplier of the blood culture bottle. Is that okay? The whole to your system, and even if you are doing the manual without the, when you collect blood from the vein, it is whole blood that you inject into the bottle, so it cannot be plasma. You don't wait till you have it. So it's the blood directly collected that is directly put into the blood culture medium. Is that all right? Okay. Moi c'est Lambo Carlos, ingénieur biologiste, et je travaille au laboratoire mécanique. Ma question est la suivante. C'est vrai, j'avais 2 questions, mais la première a été répondue. La deuxième, c'est ça fait aux techniques de prélèvement. J'aimerais savoir quelles sont les principales causes de la coagulation entre le bouillon et le sang. Généralement, après un prélèvement d'hémoculture, on se rend compte qu'il y a un caillot qui est constitué du sang et du bouillon. Et j'aimerais aussi savoir laquelle peut être la conséquence de ce coagulum sur l'analyse. Comme vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est souvent corrélé avec une infection à Staphylococcus aureus qui possède une coagulase. Et la présence de ce coagulum est en fait liée à l'activité de la coagulase libérée par la bactérie dans le milieu. Et ça ne pose pas de problème pour l'identification. Bon, il est vrai que si vous avez un milieu manuel, vous n'aurez peut-être pas mis les anticoagulants, mais dans un milieu, dans le système automatisé, on n'a pas ce problème de coagulants. Et là encore, il y a
l'incubation sous agitation qui permet aussi d'échanger plus rapidement les nutriments et les besoins de la bactérie et de faire que la culture soit plus rapide dans les systèmes automatisés. Je veux poser une question de compréhension de cette question, parce que j'ai l'impression que nous n'avons pas peut-être bien compris. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous avez voulu dire? Est-ce que vous avez voulu dire que après le prélèvement, on met dans le bouillon et tout de suite c'est coagulé? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Exactement. Ah, moi je sais pas encore, je ne sais pas. Après le prélèvement, le caillot se forme entre l'échantillon et le bouillon. On a tout un gros caillot dans le flacon. En tout cas, je ne vous dirai pas combien d'années d'expérience, ce que vous venez de dire, je ne l'ai pas encore expérimenté ou vu. De mes 30 ans d'expérience, même plus. Donc je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai voulu que vous précisez. Est-ce que vous avez injecté le sang déjà coagulé, c'est-à-dire vous avez fait le prélèvement dans la seringue et ça s'est coagulé avant que vous ne vouliez mettre dans les... Je ne sais pas si les autres, s'il y a d'autres personnes qui ont eu cette expérience-là, ou avant de mettre, d'ensemencer le milieu, qu'on voit un coagulant. Et le moment d'atteindre les 10 cc, il arrive que la coagulation est déjà déclenchée parfois dans la seringue. C'est-à-dire ça prend parfois du temps à prélever. Et lorsque ce déclenchement est déjà entamé dans la seringue, il arrive qu'après 1 heure de temps, vous avez des coagulants, comme il explique là dans l'hémoculture. Mais parfois ce n'est pas forcément le staphylocoque aureus qui est la cause de ce coagulant. Mais par contre, dans les systèmes automatisés, nous n'avons pas ce souci-là. S'il vous plaît, je reviens à ce que je viens de dire. Vous ne faites pas un prélèvement pour hémoculture et vous attendez 1 heure le sang dans la seringue, ou vous attendez, avant que je n'arrive. Le flacon est à côté. On fait le prélèvement, système manuel, et on ensemence. Donc, vous n'avez même pas le temps de laisser coaguler dans votre seringue. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Soit vous avez prélevé et vous allez laisser la seringue quelque part et vous êtes en train de faire autre chose et au moment où vous voulez ensemencer maintenant, vous avez des problèmes. Mais quand vous prélevez et vous ensemencez après avoir pris les précautions, normalement vous n'avez pas ce problème. C'est ce que je voulais dire. C'est pour cela que je suis revenu sur la question, parce que je pense qu'elle n'avait pas, elle pensait que c'était l'interprétation. On est là parce que j'ai eu l'impression que la littérature n'était pas faite dans notre milieu. Je voudrais prier le docteur Foncois, qui a beaucoup travaillé en écologie au Centre Pasteur, de nous rassurer que les statistiques là sont vraiment les nôtres. Deuxièmement, dans les techniques de prélèvement, classiquement, on parle toujours d'une petite flamme là autour du lieu de prélèvement. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. On parle de, je crois bien suivi. Une bougie, une lampade, encore là. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez pour assurer les nouveaux? Merci. Docteur, professeur Bonsu ou docteur Touka parlait des entérobactéries, les salmonelles font bien partie de cette liste-là. Et au Centre Pasteur, je peux dire que parmi les entérobactéries, les salmonelles dans les hémocultures représentent à peu près 20% des isolats. Voilà. Pour la stérilité, c'est important. Quand vous travaillez en manuel, il faut que vous soyez dans un rayon de stérilité, parce que sinon, vous allez contaminer le prélèvement. Bon, avant, nous amenions des becs dans les salles de patients. Donc, on fait le prélèvement à côté du bec, dans un rayon, pour ne pas contaminer le prélèvement. Aujourd'hui, ça se fait plus. Donc, il faut le faire de manière stérile. Donc, un rayon de stérilité, si vous pouvez le créer, ça sécurise davantage votre prélèvement. Merci. Je voudrais aussi juste ajouter
que quand on fait des études, ça varie d'un endroit à un autre. Vous comprenez? Donc ça peut être 20% de salmonelle à pasteur, comme ça peut ne pas être au CHU, etc. Vous comprenez? Donc l'épidémiologie varie selon le milieu. Et là, on n'a même pas parlé de lorsque vous avez parfois des infections nosocomiales, vous aurez encore d'autres types de germes. Indépendamment de Covid, vous pouvez avoir les pseudomonas, mais elle a parlé de la sec, etc. Par rapport à ça. Je voudrais tout simplement également, lorsqu'on a parlé du délai de garder les hémocultures 7 jours, et le professeur Moufonsu a bien insisté sur la nécessité que les cliniciens mettent le diagnostic. Parce que si le clinicien ne dit pas, par exemple, qu'il y a soupçon d'endocardite, on sait que dans les endocardites, on va s'attendre, indépendamment d'avoir le stade qui va pousser vite, peut-être les autres germes, les streptocoques, etc., et qui parfois nécessitent une incubation plus longue, surtout dans le système manuel. Donc ça aussi c'est important. Oui, le mot de faire une petite question sur se fait sur une indication clinique, n'est-ce pas? Et je suppose que cette indication clinique vous a été dit tout à l'heure. Quand je suis entré, j'ai entendu dire qu'on peut faire l'hémoculture quand on a ou quand on n'a pas de fièvre, sachant que la fièvre est quand même un élément important pour faire une hémoculture. Toutefois, à des âges extrêmes, nouveau-nés, vieillards, on ne peut ne pas avoir la fièvre, n'est-ce pas, comme signe, n'est-ce pas, d'une bactériémie ou d'une septicémie. Je ne veux pas entrer dans le détail de ce qui vous a été dit, mais c'est important, et on sait aussi que même quand on n'a pas un âge extrême, en cas d'endocardite, on peut prélever à tout moment, tout simplement parce que la décharge des bactéries se fait tout le temps à partir en cas d'endocardite. Alors, on a vu également, j'ai résumé parce que je pense que le professeur Toukan vous a dit tout ça, on a vu les avantages quand même comme on n'a pas beaucoup insisté, les avantages sur l'utilisation d'automates, n'est-ce pas, plus sensibles et avec un délai de positivité plus court, c'est-à-dire c'est plus sensible et plus rapide par rapport au système manuel. Mais comme tout le monde ne peut pas avoir le système manuel et comme surtout on est au Cameroun, on n'est pas seulement à Yaoundé au Centre Pasteur, aussi peut-être qu'ils peuvent avoir le système d'automate, mais on ne peut pas l'avoir partout. Le système manuel reste important pour nous. Nous avons vu la nécessité d'indiquer les diagnostics, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux traiter, gérer les hémocultures. Et le professeur Gonsu a beaucoup insisté sur l'interprétation des résultats. Elle nous a listé les germes qui sont d'office pathogènes, qu'on peut considérer comme étant pathogènes. Lorsqu'on a même une seule, on a la présence de ces germes même dans une hémoculture. Et nous restons sur le principe que, de grâce, faisons toujours une paire d'hémoculture. Une seule hémoculture ne suffit pas, faisons toujours une paire d'hémoculture. Je suppose que les intervalles et tout ça vous ont été donnés par rapport à quand on fait la première, ou les sites, n'est-ce pas, où il faut faire et quand est-ce qu'il faut faire dans les 24 heures si on a besoin de faire 3 hémocultures. Je crois que ce symposium, qui est le premier, has been very enriching. I wish again to congratulate all of you
I wish to thank those who asked questions and who gave their observations, and we wish that most of you will get involved in the society, that you will see the secretariat so that you are rapidly involved in the activities of the society, and so that we all together work together to promote microbiology as something which is very important. Don't forget, infectious diseases are the main causes of hospitalizations and very important for public health, whether it be here in Cameroon or in other developing countries and even in developed countries. So it is important that we know everything, we try to get ourselves abreast on microbiology. Thank you very much. I don't know whether the President herself wants to say something before we close down. I have finished, so I give the word now to the last word. No, okay. So Professor Gosu says she has given me the honor, I have spoken, and thank you very much for that honor. Thank you very much, the President of the moderation team. Thank you all the speakers for the day. Thank you all the participants, the different institutions represented, all students represented. We are so grateful. Thank you and thank you and thank you for the results of your post-test. It is going to be sent to you through mails. And please, the pickup of the attestation of participation can be picked up in CRH at the bacteriology laboratory of our institution, the hospital just behind. You can pick up the attestation of participation. Thank you.